Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se propose d'explorer ensemble quelques modèles économiques, disons classiques. Oui, l'idée c'est de voir un peu comment les entreprises, comment elles créent de la valeur, quelles stratégies elles utilisent. Exactement. On va essayer de décoder un peu tout ça, de démystifier ces concepts qui peuvent parfois sembler un peu abstraits. C'est ça, pour rendre les choses plus concrètes. Ok, alors, décomposons un peu tout ça. On pourrait commencer par un modèle assez fascinant, je trouve. La longue traîne. Ah oui, la longue traîne, très intéressant. L'idée de base, si je comprends bien, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les best-sellers. Oui, ça. Au contraire, on va proposer une gamme hyper large de produits. Des produits de niche, souvent. Et chacun de ces produits se vend en petite quantité. L'exemple qui vient souvent, c'est lulu.com dans l'édition. Tout à fait. L'impression à la demande, ça change tout pour eux. Ils peuvent publier des milliers d'auteurs, des gens moins connus, sans prendre le risque d'avoir des tonnes de livres invendus sur les bras. Le stock, c'était le gros frein avant. Et là, le risque financier est quasi éliminé de ce côté-là. Évidemment, Internet joue un rôle crucial là-dedans, pour la plateforme technique, mais aussi pour connecter ces auteurs avec leurs potentiels lecteurs. Absolument. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est comment la technologie permet ça. Elle permet de s'adresser de manière rentable à une multitude de micro-marchés. Alors qu'avant, on visait surtout la masse. Exactement. Le modèle traditionnel, c'était on mise tout sur quelques succès. Là, on change complètement de paradigme. On agrège plein de petites ventes. Ça déplace le pouvoir, j'imagine. Oui, ça le déplace des intermédiaires classiques, genre maisons d'édition traditionnelles, vers les plateformes. Mais attention, ça crée un autre défi, Lequel? celui de la découverte. Comment on trouve le livre ou le produit qui nous intéresse dans cette masse d'offres? C'est pas simple. Ah oui, la visibilité dans l'océan d'options. D'accord. Et cette idée de plateforme, ça nous amène assez naturellement à un autre modèle, celui des clients synergiques, ou plateformes multifaces, on dit aussi. Plateforme multiface, d'accord. Explique-nous un peu. Alors, le cœur du concept, c'est l'interdépendance. On a au moins deux groupes de clients, ils sont distincts, mais la valeur pour l'un des groupes dépend directement de la présence de l'autre groupe. Ok. Il faut les deux en même temps, C'est ça. L'exemple type, c'est Google. bien sûr. D'un côté, tu as les utilisateurs comme nous qui faisons des recherches, c'est gratuit. Ouais. Et d'autre côté, tu as les annonceurs. Eux, ils payent pour être visibles auprès de ces utilisateurs. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Pas assez d'utilisateurs, Hmm. Pas d'intérêt pour les annonceurs. exactement. Et pas d'annonceurs, Le service gratuit ne serait peut-être pas viable économiquement. voilà. Et pour attirer cette fameuse masse critique d'utilisateurs, qui est essentielle pour les annonceurs, Google ne se limite pas à son moteur de recherche. Ah non, c'est clair. Ils offrent tout un tas de services gratuits. Gmail, Maps, Drive. Tout ça, ça renforce l'écosystème et ça garde les utilisateurs captifs, entre guillemets. Et du coup, la ressource clé, c'est la plateforme elle-même. Oui, la plateforme technologique, l'algorithme, les données aussi, bien sûr. Et l'activité clé, c'est de maintenir cet équilibre délicat entre les besoins des utilisateurs et ceux des annonceurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce que la gratuité pour un groupe finance le service pour l'autre. C'est assez malin comme montage. C'est très puissant, mais ça pose aussi des questions, non? Oui, j'avais y venir. Cette tension potentielle entre les intérêts des utilisateurs, qui veulent des résultats pertinents, de la confidentialité, et ceux des annonceurs, qui veulent de la visibilité, du ciblage précis. C'est tout l'enjeu de la gouvernance de ces plateformes. Comment elles arbitrent? Si elles privilégient trop les annonceurs, elles risquent de perdre la confiance des utilisateurs, et inversement, c'est une corde raide. Une corde raide, oui. Et ça nous amène peut-être à d'autres modèles qui jouent sur la gratuité. Le freemium, par exemple. Exactement. Le freemium, c'est une autre approche du gratuit. Là, l'idée, c'est d'offrir un service de base gratuit pour attirer beaucoup de monde. Oui, faire du volume. Et on espère qu'une petite partie de ces utilisateurs sera séduite et acceptera de payer pour une version premium. Une version avec plus de fonctionnalités, sans pub, champ de choses. L'exemple classique, c'est Skype à ses débuts. Ah oui, exact. Appel gratuit entre utilisateurs Skype. Mais ça, c'était la base gratuite pour attirer le maximum de monde. Et puis, les appels payants vers les téléphones fixes ou mobiles, le Skype Out, ça, c'était la partie premium. Fallait bien financer tout ça. Oui. Le gros défi du freemium, c'est ce fameux taux de conversion. Quelle proportion d'utilisateurs gratuits va passer au payant? Il doit être souvent assez faible, non?
Très souvent, oui. Quelques pourcents, parfois moins. Donc il faut que le service gratuit soit assez bon pour attirer des millions d'utilisateurs. Mais pas trop bon non plus, sinon personne ne paie. Exactement. Il faut qu'il soit suffisamment limité ou frustrant, entre guillemets, pour inciter une partie à payer. Trouver cet équilibre, c'est tout un art. C'est vraiment pas évident. Et ça demande une base d'utilisateurs énorme au départ. Oui, l'effet de volume est crucial. Et puis il y a aussi le modèle où tout est financé par la publicité, comme certains journaux gratuits type 20 minutes. Ah oui, là, le contenu est offert au lecteur. Oui, et ce sont les annonceurs qui payent pour l'espace publicitaire, attirés par le nombre de lecteurs. On revient un peu à une logique de plateforme multiface, d'ailleurs. Les lecteurs d'un côté, les annonceurs de l'autre. D'accord, logique. Un autre modèle assez connu et parfois un peu critiqué, c'est le bait and hook, l'appât et l'hameçon. Ah, celui-là, on le rencontre souvent. L'idée, c'est de nous attirer avec un produit initial, l'appât, qui est très abordable, voire quasiment donné. C'est ça. Et une fois qu'on a mordu à l'hameçon, la rentabilité se fait sur la suite, sur les consommables, les recharges, les services associés, qui sont souvent propriétaires et nettement plus chers. Les exemples classiques, c'est les rasoirs Gillette. Exactement. Le manche-gilette, il coûte pas grand-chose, parfois même offert avec un paquet de lames. Mais après, il faut acheter les lames spécifiques Gillette, qui, elles, ont un coût non négligeable et sont protégées par des brevets. Et les imprimantes jet d'encre, c'est pareil, non? L'imprimante elle-même est souvent très bon marché. Très abordable, oui. Mais les cartouches d'encre, spécifiques à la marque et au modèle, là, la facture monte vite. Et on est coincé, parce qu'on a déjà l'imprimante. C'est le but, créer une forme de dépendance. On parle de coût de changement ou de barrière de transfert. Changer d'imprimante ou de système de rasoir a un coût, donc on reste fidèle à la marque, même si les consommables sont chers. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de tomber dans un piège un peu calculé, quoi. Ça peut être perçu comme ça, oui. Même si c'est une stratégie économique tout à fait légitime, ça peut laisser un petit goût amer quand on fait le calcul du coût total sur la durée de vie du produit. Tout à fait. Après, c'est une question de valeur perçue. Certains consommateurs acceptent ce pacte implicite. Ils ont l'appareil pas cher au début et ils acceptent de payer plus pour les consommables en échange de la performance, de la commodité. Oui, c'est un arbitrage. Il y a d'autres modèles aussi, on va peut-être pas tous les détailler, mais j'ai entendu parler de modèles ouverts. Oui, le modèle open ou ouvert. Ça repose plus sur la collaboration avec l'extérieur. Par exemple, une entreprise qui va utiliser des brevets externes ou au contraire qui va vendre ou licencier sa propre propriété intellectuelle non utilisée. Procter & Gamble fait beaucoup ça, par exemple. Innover en interne, mais aussi en externe. D'accord. Et le dégroupage? Ça sonne un peu technique. Le dégroupage ou unbundling, c'est l'idée de séparer les différentes lignes de métier au sein d'une grande entreprise. Souvent parce qu'elles ont des logiques économiques ou culturelles très différentes, voire conflictuelles. Par exemple? On peut imaginer séparer la partie R&D, recherche et développement, très axée innovation long terme, de la partie infrastructure, gestion des usines, de la logistique, très axée efficacité opérationnelle, et de la partie relations clients, axée service et marketing. Chaque partie peut mieux se concentrer sur sa mission. Les opérateurs télécoms ont fait ça en séparant la gestion du réseau de la vente des services. D'accord, je vois. Ça permet d'optimiser chaque partie. C'est l'idée. Mais au-delà de tous ces modèles, je crois qu'il y a un point vraiment essentiel à retenir. Ah oui, C'est qu'un business model, au fond, ce n'est jamais une recette miracle gravée dans le marbre. C'est avant tout une hypothèse. une hypothèse. C'est-à-dire? Une hypothèse sur la façon dont l'entreprise pense pouvoir créer de la valeur pour ses clients et capturer une partie de cette valeur pour être rentable. Mais ça reste une hypothèse. Qui doit être testé sur le terrain. Exactement. Il faut la confronter au marché, aux clients réels, mesurer les résultats et être prêt à admettre que l'hypothèse était fausse ou incomplète. Il faut être prêt à invalider son modèle. Et à changer si ça ne marche pas. Voilà. Et c'est là qu'intervient le fameux pivot. C'est la capacité à ajuster son modèle, parfois même à le changer radicalement en fonction des retours du marché. C'est crucial, surtout pour les startups, mais pas seulement. C'est un point fondamental, cette flexibilité, cette capacité d'adaptation. Et d'ailleurs, une entreprise, elle n'est pas obligée de n'avoir qu'un seul business model si Ah elle veut. non, pas du tout. C'est même fréquent qu'une entreprise utilise plusieurs modèles en même temps. Pour différentes activités, différents produits. Oui, pour ces différents domaines d'activité stratégiques, comme on dit parfois. Google, par exemple, a son modèle de plateforme pour la recherche, mais peut avoir d'autres approches pour ses activités cloud ou hardware. Mais est-ce que ça ne risque pas de compliquer les choses, de diluer un peu la stratégie globale si on jongle avec trop de modèles différents? C'est un risque, oui.
Le risque de dispersion ou de complexité excessive existe. Il faut s'assurer qu'il y a une certaine cohérence d'ensemble, que les différents modèles se renforcent mutuellement, ou au minimum qu'ils ne se cannibalisent pas, qu'ils ne se nuisent pas les uns les autres. D'accord. Cohérence et synergie, même avec plusieurs modèles. C'est ça. En fait, pour synthétiser un peu tout ça, comprendre ces différents modèles, c'est comme avoir des grilles de lecture. Ça nous aide à analyser la logique économique derrière ce que font les entreprises qu'on observe. Ça permet de mieux comprendre leurs choix stratégiques. Tout à fait. Et si on prend un peu de hauteur, si on relie cela à une vision plus large, on voit comment ces structures, ces business models, façonnent la manière dont les entreprises abordent leur marché, dont elles innovent, dont elles s'adaptent aux changements technologiques ou sociétaux. C'est vraiment le moteur de leur stratégie. C'est au cœur de la stratégie, oui. Et d'ailleurs, ça soulève une question importante, je trouve, pour continuer la réflexion. Vas-y. Si on regarde autour de nous, les entreprises qui nous entourent au quotidien, celles qui ont du succès aujourd'hui, quels sont les modèles économiques qui semblent dominer? Et surtout, pourquoi cela en particulier? Qu'est-ce qui fait leur force dans le contexte actuel? Excellente question pour réfléchir. Quel modèle domine et pourquoi? Très intéressant. Et pour celles et ceux qui voudraient justement approfondir ces réflexions sur la stratégie, les modèles économiques, ou même améliorer leurs compétences en vente, eh bien, Philippe Massol est sur LinkedIn. Il est toujours ouvert à la discussion et à l'échange sur ces sujets passionnants. Une bonne ressource en effet.